Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans Business World, votre nouveau rendez-vous mensuel qui mêle tout à la fois pédagogie, stratégie, décryptage et aiguillage dans un univers économico-financier particulièrement mouvant. Et chaque mois, pour analyser les grandes tendances du monde des affaires et du monde politique, j'aurai le plaisir d'être accompagné par Tom Benoît. Bonjour Tom. Bonjour. Merci beaucoup Tom d'être avec nous. Et pour dire la vérité surtout. On va pas donner de conseils, mais on va dire la vérité et chacun tirera ses conclusions. Exactement. Voilà. Écoutez, vous êtes là aujourd'hui pour nous dire la vérité sur des sujets particulièrement brûlants. Je pense notamment à la montée des indices aux États-Unis qui atteignent record sur record. Je parle évidemment du Bitcoin, le Bitcoin qui a dépassé, tout le monde le sait, les 100 000 $. Du coup, la question va se poser d'après quid en 2025 du Bitcoin. La crise politique en France, on va revenir peut-être un peu sur l'actualité politique française aujourd'hui. Certains restent de marbre face à la remontée des taux d'intérêt, d'autres s'en inquiètent. Vous nous direz, vous, comment est-ce que... On attend la réunion surtout, donc on va voir en Suisse et à la BCE ce qui va se passer. La BCE qui a augmenté, qui a baissé, la BNS, Banque Nationale Suisse, qui a baissé de 50 points de base. On espère que la BCE ira peut-être pas aussi vite. En tout cas, c'est tout à l'heure à 14h15. Et puis, bien sûr, d'autres questions qui impactent et secouent le monde des affaires. Tom, on va commencer, si vous le voulez bien, par les États-Unis. Les États-Unis où les indices boursiers se sont littéralement envolés en 2024. Le Nasdaq a encore atteint hier un record absolu de 53 ans, le premier de son histoire, les plus de 20 000 points. Est-ce que, selon vous, c'est une situation qui peut durer encore à court et moyen terme ? Alors, c'est une bonne question. Il faut regarder à court, à moyen et long terme. Je fais déjà une digression avant de démarrer, je reviens des Émirats Arabes Unis. J'ai passé une semaine environ entre Dubaï et Abu Dhabi. J'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des banquiers. Vous savez que d'ailleurs, les banques à Abu Dhabi sont régies par la charia. Donc les banques sont dépendantes, c'est quand même compliqué pour le crédit parce que vous ne faites pas de crédit quand vous êtes soumis à la charia. Et je disais ça parce que sur la bourse, aux Émirats Arabes Unis, la bourse n'a pas d'importance. Il y a des places financières à Abu Dhabi, il y a une place financière à Dubaï, mais il n'y a pas de problème pour faire entrer des capitaux en dehors de la bourse. Donc déjà, ce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que vous avez plusieurs mondes. Vous avez les États-Unis qui sont les instigateurs de la bourse. Comme je dis toujours, la bourse est une création américaine. Vous avez l'Europe qui aujourd'hui a une situation des bourses qui vont décrocher. Vous avez des valeurs européennes qui vont décrocher. Il y aura des secteurs, bien sûr, qui vont s'en tirer, probablement l'IA pharmacologique, on y reviendra par la suite. Et puis après, vous avez la Chine et l'Inde. Et ce qu'on appelle les pays émergents, les Émirats Arabes Unis, cette partie-là, le Moyen-Orient, n'a pas misé sur sa bourse, mais a misé sur la bourse indienne. Ça veut dire que c'est la bourse indienne qui va être en quelque sorte le grand centre, le marché de ce secteur-là va être localisé en Inde. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens qui sont très riches, la plupart on le dit d'une façon très simple, des gros riches, des plus riches de Dubaï viennent d'Inde. Il y a des Italiens également, il y a des Américains. Et les Émiratis arrivent ensuite en 3e ou 4e position. Donc déjà, par rapport à ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que vous avez un secteur qui n'est pas surévalué, une bourse qui n'est pas surévaluée aux États-Unis, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas qui est déjà au taquet, voilà. Et de l'autre côté, vous avez des marchés qui sont sous-évalués, mais c'est pas l'Europe qui est sous-évaluée. C'est l'Inde, c'est la Chine, sont des secteurs justement qui sont un peu bridés pour le moment et qui avaient des bourses qui fonctionnaient pas à l'occidental. Mais c'est là que ça vous fait sourire. Mais c'est vraiment là que ça va avancer. Donc en fait, vous nous dites que pour aller chercher du rendement, il faut pas aller chercher du côté des États-Unis ni en Europe, ça c'est sûr pour le coup. Mais en tout cas, pas en Europe. Aux États-Unis, oui, d'une certaine façon, mais moins que beaucoup moins en Europe. Après, ça va être secteur par secteur. On va y revenir plus précisément si vous voulez. Exactement. Donc, du coup, à la force des choses, vous nous dites, OK, le Nasdaq, 20 000 points, plus de 20 000 points, c'est une belle performance. Ça peut durer encore un peu. Mais si on veut aller chercher du rendement 2025-2026, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, aux États-Unis, sont les petites sociétés. Ce sont les 1000, 2000 petites sociétés qui sont cotées, dont on n'entendait pas beaucoup parler jusqu'à présent. C'est un peu comme les médias, par exemple. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez TF1, France 2, Canal+. Et lorsque ces médias font 500 000 téléspectateurs, ils sont très heureux, c'est pas mal. Et là, aujourd'hui, vous avez des petites chaînes YouTube qui arrivent à faire 100 000, 200 000, 400 000, 500 000, mais qui sont pas encore dans le jeu, qui sont pas prises au sérieux, mais qui le deviennent de plus en plus par la force des choses, parce qu'il y a de l'audience.
Et les petites sociétés américaines, qu'est-ce qui va leur arriver avec un programme protectionniste qui va être appliqué par Donald Trump ? Il va se produire que ces sociétés vont rafler des parts de marché absolument phénoménales. Et elles sont cotées. Donc c'est là qu'il va y avoir une explosion, qu'il va y avoir une croissance exponentielle. Vous regardez Tesla après. Tesla qui est la grosse valeur. On n'a jamais eu un homme aussi riche qu'Elon Musk, apparemment, qui a une richesse qui repose beaucoup sur Tesla. C'est un peu comme Bernard Arnault ici, qui a finalement peu de cash, mais dont la fortune dépend essentiellement de LVMH. Si LVMH bat de l'aile, Bernard Arnault bat de l'aile. Voilà, c'est pas du... C'est pas du cash. C'est pas du cash. C'est pas de la trésor. La trésor de LVMH, je veux pas dire de sottise, mais ça doit être quelques dizaines de milliards, hein, peut-être dans la dizaine même. Donc c'est vraiment pas énorme. Et si on se demande sur Tesla, est-ce que ça va continuer à monter alors que c'est déjà très haut ? Bon, il y a un nouveau modèle qui est en train d'arriver. Ils font le pari apparemment d'un modèle à $30 000, si je ne me trompe, ce qui va coller absolument à l'époque, parce que là aussi on est en train de changer de paradigme. Moi je pense qu'on va revenir plus en détail, mais j'essaie quand même d'être assez rapide, assez prompt. Je pense que le vrai luxe est terminé. Et la période du luxe, l'hégémonie du luxe, reposait sur cette ambiguïté formidable qui était que, vous savez, dans le luxe, pour vendre des produits de luxe, il ne faut pas en vendre beaucoup. Sinon, c'est plus du luxe. Et là, vous aviez des valeurs, des sociétés qui faisaient du luxe, qui avaient, en quelque sorte, répandu un écosystème absolument formidable, qui vendait beaucoup. Il y avait beaucoup de produits, mais les produits restaient toujours très chers. Et là, on commence à découvrir l'envers de la farce, si vous voulez, d'une part. Et après, il y a d'autres questions. Ce qui va sauver temporairement le luxe, par contre, de la vraie dégringolade, c'est la relance chinoise. Et aussi la relance américaine. On y reviendra sur notre actualité sur le point international. On y reviendra. Ouais. Mais donc, sur Tesla, vous allez avoir quand même des valeurs comme ça qui vont, même si elles sont déjà au taquet en ce moment, qui vont continuer quand même à se porter, selon moi, plutôt correctement. Elon Musk a dit, effectivement, comme vous l'avez précisé, qu'il va lancer très certainement un modèle à $30 000, mais au-delà de ça, c'est plutôt dans les niveaux de marge qu'il va essayer de continuer à performer. Et ils ne dépendent pas des aides américaines de l'État qui va supprimer lui-même apparemment d'ailleurs, pour être rentable sur l'électrique, alors que Ford et General Motors dépendent massivement des aides de l'État américain pour les voitures électriques. On suivra tout ça avec attention, donc je retiens bien, sur le marché américain, les petites et moyennes capitalisations, donc c'est le Russell 2000, l'indice dont vous nous parlez de Tesla. Il y a un autre actif qui a super bien marché ces derniers temps, c'est Bitcoin, évidemment, $100 000 atteint la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que la phase d'euphorie est terminée, que maintenant on va latéraliser autour de ces 100 000 ? Non, moi je pense que ça va monter, je pense que le Bitcoin va être... mais il y a de la volatilité, il peut être à $70 000 en décembre 2025, ça ne relève pas de l'impossible, mais je tablerai plutôt sur un 130 ou $140 000 d'ici à décembre 2025. Goldman Sachs nous dit que l'or sera à $3 000 en décembre 2025. Donald Trump déclarait que le Bitcoin serait à $150 000, je crois, l'année prochaine. Généralement, les déclarations de Donald Trump ne sont pas faites à la légère. Donald Trump n'aurait pas dit « je vais mettre à bas l'économie russe ». Je veux dire, voilà, il y a des paroles de chefs d'État ou de dirigeants qu'il faut écouter soigneusement. Et puis après, il y a les paroles qui relèvent de la mauvaise com, où on a le chef d'État qui voudrait, qui prend ses rêves pour des réalités. C'est pas le cas de Trump. Quand Trump dit quelque chose, et c'est pour ça que je dis aussi, faites très attention à toutes les déclarations de Trump par rapport au dollar. Et même s'il n'a pas la main sur la Banque centrale, écoutez ce qu'il dit pour savoir s'il va diriger le dollar plutôt à la hausse ou plutôt à la baisse. Trump, il parle un peu moins en ce moment, justement, que ce soit d'un point de vue géopolitique ou économique. On est habitué à ce qu'il ait des envolées lyriques un peu épidermiques, là. C'est ce que Georges Marchais et Mitterrand appelaient l'état de grâce dans les années 80, pour les plus anciens, voilà, exactement, dont je ne fais pas partie. Ouais. Mais donc, par rapport au Bitcoin, ce qui va m'intéresser beaucoup, moi, c'est tous les produits qui vont être, tous les AMC notamment, qui vont être élaborés. Vous allez avoir au Moyen-Orient, notamment, j'en parlais avec un structureur, un broker, vous allez avoir énormément de produits financiers qui vont se greffer à la tendance Bitcoin avec des assurances à la baisse au cas où, mais pour vraiment institutionnaliser tout ça et surfer sur cette vague. Parce que lorsque vous créez un produit financier, vous ne cherchez pas forcément un actif qui va surperformer, vous cherchez un actif qui intéresse. Vous dites, moi, ce qu'il faut, c'est que je puisse positionner l'actif. Exactement. Oui, la visée est commerciale. Elle est commerciale.
C'est pour ça qu'il faut faire attention d'ailleurs avec les produits structurés, parce que quand vous allez sur des produits financiers, généralement, vous avez des conseillers en gestion de patrimoine, contre lesquels je n'ai rien, hein, parce qu'il y en a qui font très bien leur travail, mais qui vous proposent un produit qu'ils ont en catalogue, et ce qui leur apporte, c'est quand même de vous positionner le produit. Et ce qui rapporte, c'est que vous ayez le produit du structureur. Donc vous avez un intermédiaire. C'est un peu comme avec une agence immobilière. Si vous partez à Dubaï, par exemple, vous ne connaissez pas Dubaï ou très peu, vous voulez acheter à Dubaï, vous arrivez, vous vous dites, je vais voir un agent immobilier, qu'est-ce qu'il va me proposer ? Il va me proposer ce qu'il a en catalogue. Par contre, si vous prenez un guide, vous le payez, vous lui dites, tu me fais faire le tour de toute la ville, et tu m'expliques ce qui est intéressant et ce qui ne l'est pas. Il va passer à Marina del Rey. Je vous dis là, ça c'est très bien d'être dans cet immeuble. Vous regardez les annonces et vous voyez ce qu'il y a dans cet immeuble. Et vous allez à Trade Center et vous comparez. Et lui n'a pas d'intérêt à vous vendre quelque chose. Donc c'est pour ça que je dis que... ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a peut-être un petit peu, comment on pourrait dire, pas un délit d'initié, mais en tout cas des intérêts croisés. C'est le mot juste, voilà. Il y a des intérêts croisés, c'est un délit d'initié tacite, mais officiel. Donc par rapport à Bitcoin, ce qui va être intéressant sont tous les produits justement qui vont se greffer sur Bitcoin. Vous savez que l'ETF Bitcoin, j'ai fait un tweet à ce propos assez récemment, il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont dit « Ouais, non, mais il a dit quelques années, il n'y a pas quelques années. » Si, il y a quelques années. Il y avait des ETF, mais qui étaient des ETF réservés à des professionnels sur le Bitcoin. Je sais évidemment qu'il n'y a même pas une année qu'il y a un ETF sur le Bitcoin. C'est début 2024. Voilà. Et cet ETF, et plus largement, si on parle du marché des ETF aujourd'hui, sur le Bitcoin, représente un bon tiers, selon mes calculs, un gros tiers de la market cap des ETF or. Donc ça veut dire que c'est gigantesque. Les ETF or, ça fait 20 ans que ça existe, 30 ans. Et vous avez un métal qui a des milliers d'années d'histoire. Là, vous avez 15 ans de Bitcoin, 5 ans où ça a marché très fort, une année où il y a un vrai ETF, vous avez déjà un tiers de la market cap or. Donc il y a un engouement phénoménal sur le Bitcoin. Les grandes questions qui vont se poser, c'est il va être officialisé comme actif, ça c'est évident. Jérôme Powell qui a dit c'est un concurrent pour l'or et pas vraiment pour le dollar. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois de plus, vous avez quand même les poids lourds du système financier qui vous disent bon, c'est du sérieux, Bitcoin, on va pas vous enlever de la bouche. C'est sûr, c'est sérieux. Après, c'est beaucoup dans sa, dans sa définition. Mais ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, et moi j'ai une société de conseil, on me demande régulièrement des conseils justement, donc j'entrerai pas, c'est le principe, dans les détails. Et il y en a que je n'apporte pas parce que j'en ai pas la qualité, la vocation, mais j'entends des choses ci et là, et je vois beaucoup de personnes qui cherchent à faire passer des paiements qu'ils ne peuvent pas faire passer parce que ce qu'on appelle la trad-fi, justement, la finance traditionnelle. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont vers les stablecoins, les USDT, justement, ces crypto-actifs qui sont la porte d'entrée entre la crypto-monnaie et la monnaie traditionnelle, le système financier traditionnel. C'est à dire que les cryptos, et du coup, par faire des choses... Parce que c'est adossé à la monnaie. Le stablecoin est adossé au dollar, en l'occurrence, pour l'USDT en tout cas. Et vous en avez qui sont adossés à l'euro. Mais Bitcoin a un rôle majeur là-dedans. Pourquoi aussi ? Parce que Bitcoin peut être un collatéral de première catégorie des crypto-actifs. Ça veut dire que si je vous dis on va faire un petit transfert là, au-delà de l'USDT, de l'autre côté, si vous avez besoin d'une crypto-monnaie comme collatéral, qu'est-ce que vous mettez ? Ce que les crypto-fans appellent des shitcoins ou du Bitcoin. Vous mettez du Bitcoin, parce que c'est quand même beaucoup plus sûr. Donc Bitcoin va devenir ce point central, un peu ce que le dollar était aux monnaies, mais la crypto-monnaie, des crypto-monnaies... Des talons, en fait, en quelque sorte. Des talons, effectivement, de point central de l'économie de demain. L'économie, en tout cas, qui va être parallèle pour le moment, mais qui va être in-out, mais de la crypto-économie. Ok, très clair. Bah, écoutez, on va suivre ça avec attention. Donc, du coup, à force des choses, pour résumer, vous nous dites que potentiellement les 100 000 $, c'est une première étape vers les 130, les 150. Ah oui. On verra, mais en tout cas, voilà, c'est la tendance haussière n'est pas l'euphorie, et l'euphorie n'est pas finie. En tout cas, ne s'est pas estompée autour du Bitcoin. Les questionnements qui vont se poser après, par contre, voilà, il y a beaucoup de personnes sur la nature, sur la nature, mais surtout au niveau par rapport à la volatilité. Lorsqu'il va y avoir ce que je disais précédemment, et peu de personnes en parlent aujourd'hui, ça sert quand même beaucoup à faire passer des paiements. La réalité, parce que vous avez les fans qui ont 5 000 $ de Bitcoin sur leur clé Ledger ou sur une plateforme, sur leur wallet, et puis après, de l'autre côté, vous avez tous ceux qui travaillent pour le Bitcoin, dans l'industrie du Bitcoin, qui ont des sociétés de mining et tout, mais à très grande échelle, des sociétés comme MicroStrategy
stratégies aujourd'hui qui sont des poids lourds. Hein. Et puis après, vous avez des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est, qui arrivent au milieu du jeu et qui se disent, bon, c'est un actif. Spéculatif un peu, mais c'est un actif. Mais il y a une génération de personnes comme ça, qui a été un peu crédule, qui va d'un coup comprendre qu'en réalité, ça sert beaucoup à faire passer des paiements. Donc si ça sert beaucoup à faire passer des paiements, c'est déjà un peu moins un actif, c'est pas une valeur refuge, c'est une monnaie parallèle. Exactement. C'est effectivement le sens qu'est en train de trouver Bitcoin. On va marquer une première pause dans votre émission, Tom. Bon, c'est la vôtre aussi. Hein. C'est vous la star. Et on se retrouve dans un instant pour parler de l'actualité française, un peu sous le prisme de la politique, puisque vous le savez, Emmanuel Macron doit nommer son Premier ministre aujourd'hui, mais surtout au-delà de ça, on va se poser la question de savoir si la censure du gouvernement Barnier va avoir un impact sur l'économie française, d'autant plus que ça va faire presque un semestre entier que la France n'a pas de gouvernement. Absolument. On voit ça dans un instant, à tout de suite. Alors, qui veut parler aujourd'hui ? Oui, Jean ? Moi, j'ai investi tout mon bonus de fin d'année dans des actions parce que le logo était sympa. Moi, j'ai suivi les conseils de l'influenceur millionnaire In One Click et ils m'ont juste envoyé ça. J'ai pris des actions GameFlop et on m'a dit que ça allait remonter. Vous connaissez ? Moi, grâce à IG, j'ai accès à des analyses et des outils super performants. Du coup, ça m'aide à prendre les bonnes décisions. Grâce à IG, tout le monde peut investir sur les marchés. Même Jean. En plus, moi, j'adore les logos rouges. Découvrez le nouveau service incontournable de Day by Day. One Trade for You. Vous êtes un débutant ou un trader chevronné? Ce service est conçu pour vous. Imaginez avoir accès à des analyses d'experts, vous permettant d'améliorer vos trades sur les produits dérivés. Abonnez-vous dès maintenant sur onetradeforyou.fr, car votre succès est notre priorité. Nous sommes de retour en direct dans cette édition Business World, votre nouveau rendez-vous mensuel dans lequel on vous dit la vérité autour des principaux thèmes économico-financiers. Juste avant de rebondir sur l'actualité politique et économique française, on va réaborder très rapidement le thème des ETF. On en parlait à l'instant avec Tom Benoît des ETF, notamment Bitcoin, Spot Bitcoin. Et on remarque qu'il y a un vrai engouement autour des ETF dans le monde. Ils atteignent les niveaux de collecte sont records actuellement. Tom, est-ce que il y a des thématiques ou des secteurs qu'il faut jouer particulièrement actuellement avec les ETF ? Alors déjà, en effet, c'est un sujet intéressant parce que on remarque aujourd'hui que la clientèle qui se porte vers les ETF s'y dirige pour des raisons qui sont les raisons qui jusqu'à présent les faisaient s'en éloigner. C'est-à-dire que c'est assez général. Et c'est vraiment immatériel. Là, on est sur quelque chose de global. Après, il y a différentes catégories d'ETF. Il y a des ETF sectoriels, on peut aller... Mais si on parle d'ETF, pas vraiment sur de l'obligataire, des ETF sur des actions. Parce qu'après, c'est déjà différent. Quand vous voyez des ETF avec des noms comme OAT ou on y va pas, on prend action, c'est pas ça surtout, c'est que vous êtes sur un autre territoire vraiment. Vous êtes sur une autre catégorie, mais on parle plus du même sujet. En gros, là, vous êtes sur l'ETF obligataire, donc sur de la dette, c'est-à-dire OAT, les obligations françaises. Et sur les actions, il y a des choses à dire, parce que si vous pensez par exemple que le luxe ne va pas fonctionner assez généralement durant les années qui viennent. Ce qui est mon avis. Moi, personnellement, dit, je ne vais pas sur le luxe en ce moment pour différentes raisons. Je ne vais pas prendre un ETF sur le luxe puisque je sais que ça ne va pas marcher. Si je pense, par contre, ce qui est mon avis, pour rester concret, je ne prends pas des exemples farfelus, justement, que la pharmacologie va exploser. Définissez-nous la pharmacologie. Aujourd'hui, il y a du diabète, il y a de l'obésité, il y a des cancers, il y a des maladies à tour de bras, des maladies inflammatoires. Ça, c'est traité de plus en plus. Les gouvernements sont assez camarades, si je puis dire, avec les laboratoires. C'est de notoriété publique. Voilà, c'est de notoriété publique. Il y a beaucoup de lobbying, donc... S'il y a une bonne idée, si on trouve un bon traitement, si Novo Nordisk ou son concurrent américain, ils explosent, ou les deux trouvent quelque chose de pas mal et qu'ils le mettent sur le marché, il y aura les fonds derrière. La clientèle sera là.
et elle pourra payer, même si c'est pas elle qui paye directement, mais ce sont les États qui payent. Si vous pensez que ce secteur va exploser, mais que vous ne savez pas exactement finalement si la découverte va se porter sur le diabète ou sur le cancer, vous ne savez pas vraiment si vous allez sur la société justement comme Novo Nordisk, qui est plutôt dans l'insuline, donc pour le diabète, ou sur une société qui va travailler plutôt dans la cancérologie, dans l'oncologie. Donc vous dites, je prends un ETF sur ces valeurs-là, sur ce secteur. Un ETF, pour qu'on le rappelle à nos téléspectateurs, c'est un produit financier qui regroupe plusieurs actions d'un secteur d'activité. Exactement, c'est un produit dérivé en tout cas, ou sur une action, c'est un produit, les ETF sectoriels sur plusieurs secteurs, vous pouvez avoir un ETF sur une valeur, voilà, vous avez souvent des valeurs justement qui ont des tendances assez antagoniques, c'est le problème. Et c'est d'ailleurs le problème souvent des amateurs qui se dirigent là-dessus en se disant, bon, ça va, je prends pas trop de risques, mais finalement qui sont sur des valeurs qui vont être, vous avez toujours un gros point noir au milieu, même quand vous avez quelque chose de pas mal, vous avez un point noir à côté. Mais donc les ETF sectoriels, c'est quand même assez intéressant pour ça, parce que ça permet déjà d'avoir une grande tendance, quand on a compris la tendance, et c'est bien pour les amateurs, pas pour les experts. Donc c'est peut-être pour les gens qui nous écoutent plus précisément. Ouais, oui, c'est ça. Vous dites qu'il y a un risque en fait, en réalité, risque de perte en capital. Si vous connaissez bien surtout, si vous connaissez bien le secteur, vous avez compris quelle valeur allait exploser. Vous n'avez pas besoin d'aller sur un ETF sectoriel et vous dire j'essaie de générer, parce que vous avez beaucoup d'épargnants qui se disent si je prends un ETF monde, le gros ETF monde justement, je suis sûr d'avoir de la performance, parce que dans le tas, voilà, une qui il n'y aura pas de catastrophe, et puis on voit que la bourse se porte plutôt pas mal généralement, donc je sais qu'il n'y a pas de risque. Et même quand vous allez dans des grandes banques aujourd'hui, poids lourd vraiment, je parle des grosses banques privées, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont ils vous indexent par rapport au S&P 500 ou au CAC 40, donc il n'y a pas de risque. Donc les ETF, c'est intéressant pour ça, mais en tout cas, ça prend une part assez phénoménale, et toute génération confondue, donc ça plaît naturellement aux jeunes, c'est dématérialisé, moderne dans l'état d'esprit, mais beaucoup aux jeunes retraités aujourd'hui, cette génération de post-68 ans, on va dire, qui manie bien le numérique, qui connaît l'informatique et qui, justement, a compris tout ce qu'on venait de dire. Ok, très clair. Donc, les ETF, donc vous nous dites, effectivement, c'est un produit financier intéressant. Vous nous dites de regarder la pharmacologie. On va effectivement s'y intéresser. Tom, si vous le voulez bien, on va basculer sur l'actualité française maintenant, l'actualité politique et économique française. Ce que je disais en fin de première partie, c'est que si on dézoome, on se rend compte que depuis à peu près un semestre, globalement, la France n'a pas de gouvernement. C'est une situation inédite qu'on n'a quasiment jamais rencontrée. Est-ce qu'il faut s'alerter sur le fait que, à l'endroit de l'économie française pour 2025, est-ce qu'il va y avoir des conséquences et un impact majeur ? Sur le plan obligataire, c'est-à-dire de la dette, aujourd'hui, il n'y en a pas spécialement sur les taux d'intérêt, en tout cas. Ils sont stables. Ils sont stables. Ils sont même plus bas qu'à la période où... la BCE. Oui, c'est la BCE. On y reviendra. Qui intervient même quand elle ne l'avoue pas, quand elle ne le dit pas. Vous verrez rarement des gros titres de presse en disant « ça y est, ce matin, la BCE est intervenue ». Non, ça relève des bruits qui courent. Le marché obligataire français, plutôt stable, même s'il y a un risque politique évident. Plutôt stable, mais pour des raisons qui sont à double tranchant et très risquées. J'en ai parlé régulièrement. N'oubliez pas une chose, il faut le rappeler aux personnes qui nous écoutent et qui veulent comprendre. Vous avez un pays qui s'appelle la France, qui est surendetté, c'est-à-dire un État. Quand j'entends parler de dette hors bilan également, ne tombez pas dans le piège de la sémantique. Ne vous amusez pas à vous faire peur, si je puis dire. Pourtant, cette dette hors bilan. Différemment. C'est pas la même chose. Si vous, aujourd'hui, vous avez 400 000 euros de crédit sur votre maison et qui ont été contractés, ces crédits, à la banque... C'est dans mon bilan. C'est dans votre bilan. Et après, vous allez me dire, non, mais je suis aussi endetté parce que j'ai un fils ou une fille, je sais que vous êtes jeune papa, je ne sais pas, un fils, et vous me dites, mais je vais devoir lui payer des études, et j'ai prévu de lui faire Harvard, donc ça va me coûter très cher. Je vous dis, attendez, ça, peut-être qu'il ne fera pas Harvard parce que la situation sera difficile pour vous, et que vous aurez été mis sur la paille avant ça. Il fera je ne vous le souhaite pas, et je lui souhaite de faire mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut voir, moi, ce que je vois, c'est que quand on parle de dette publique, ça veut dire que la France a 3200 et quelques milliards de dettes sur les marchés qui sont en portefeuille, qui ont déjà été achetés. Et c'est cette dette qu'il faut rembourser. C'est ça, la dette. Après, la question, c'est de se dire, est-ce que la France, justement, va avoir
d'un seul coup des taux d'intérêt à long terme qui vont monter en flèche parce qu'elle ne va plus suffisamment rassurer et parce qu'on va se dire elle ne peut plus lever l'impôt. Et les gouvernements, il n'y a même plus de gouvernement. Il y a encore de la place pour lever de l'impôt en France. Et il n'y en a plus, justement. Il n'y a plus de place. Il n'y en a plus parce que toutes les sociétés, quand on vous dit que la France est une grande économie, c'est pas faux. Il y a de grosses sociétés. Il y a pas mal d'actifs en face aussi. Enfin, d'actifs, j'entends d'actifs. J'allais y venir. Voilà, et l'impôt sur les sociétés, il est levé à quel endroit ? À l'extérieur, les grosses sociétés françaises. Et elles rêvent toutes d'aller se faire coter ailleurs. C'est Total qui table sur une double cotation, là, qui est en train finalement de revoir. Mais j'en avais parlé chez vous d'ailleurs, je crois, il y a 6 ou 8 mois, je vous disais, mais évidemment que Total va aller se faire coter à New York. Et là, c'est en train de se... On est en train de vraiment... C'est pas les seuls. Vincent Bolloré également, qui a délocalisé un peu à Londres, un peu entre Havas et Canal+. Donc vous avez beaucoup de sociétés françaises qui vont se faire coter ailleurs. Et ces sociétés, elles payaient déjà leur impôt sur les sociétés ailleurs, puisqu'elles font leur cash en dehors. Donc si on dit que la France est une grosse économie, c'est une grosse économie de façade, mais elle n'est pas en capacité par rapport à son économie, au flux qui relève réellement de l'économie de marché, d'augmenter l'imposition. Donc ça ne passera pas par l'impôt. Tom Benoît, on parle d'imposition, on parle de fiscalité. Est-ce qu'en fait, on vous dit qu'il n'y a plus de place, effectivement, il semble qu'il n'y ait plus de place. Peut-être une petite, c'est celle à l'endroit des grandes fortunes. Est-ce qu'il faut lever le tabou de l'imposition des grandes fortunes ? Moi, je suis contre la taxation des grandes fortunes, je l'ai toujours dit. Mais pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, c'est un mauvais état d'esprit. Moi, je suis contre l'aide aux grandes fortunes. Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord sur le principe de dire qu'il faut signer des chèques pour des sociétés qui appartiennent, qui sont logées dans des holdings qui, effectivement, sont des grandes fortunes. C'est un fait. Donc, on ne les aide pas. Mais on ne va pas leur piquer leur argent, quoi. Voilà, je veux dire, s'ils gagnent de l'argent parce qu'ils ont réellement une économie qui fonctionne, laissons-les, je crois qu'ils génèrent déjà suffisamment de prélèvements. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième, c'est surtout parce que ça ne marche pas. Voilà. Ça ne marche pas, pourquoi ? Parce que... Ça ne fonctionne pas parce que ce qu'on appelle les grandes fortunes, mais quand on parle de super profits... Oui, c'est là où on est... C'est Hermès... LVMH, Total, et il n'y en a pas beaucoup. Ils ont déjà des armées de fiscalistes qui leur permettent d'échapper très allègrement à l'impôt. Et si vous instaurez un impôt sur les grandes fortunes, ils ont tous les moyens de le contourner. Il faut être quand même assez concret, après assez... On est en jeu... Il faut être pragmatique. Voilà, pragmatique. On est en jeu ouvert aujourd'hui. C'était justement l'ambition de tous les européistes qui voulaient la libre circulation des capitaux, et puis après de tous les mondialistes qui ont aimé la mondialisation triomphante. J'ai envie de dire... La mondialisation a triomphé, là on est en train un peu d'en payer le prix parce qu'elle est quand même beaucoup plus mortifère. Mais par ailleurs, elle est bel et bien là, et c'est vrai que même individuellement, même si vous n'êtes pas Bernard Arnault, vous pouvez partir, vous pouvez vous délocaliser physiquement et vous pouvez continuer à gérer des affaires à droite et à gauche, c'est-à-dire aux États-Unis ou en Asie, en France, et avoir des activités secteur par secteur, grâce à Internet, grâce à la libre circulation des capitaux, grâce à la numérisation des banques également. Faites passer des paiements d'un continent à un autre comme rien aujourd'hui, c'est pas le cas il y a 20 ans. Effectivement, alors pour autant la mondialisation dont vous parlez effectivement est en fin de cycle, là, on le sait tous maintenant. Elle est surtout dans une période où elle fait plus de massacres que ce qu'elle apporte de bénéfices. Il n'y en a jamais autant eu par ailleurs. Exactement, mais alors justement vous parlez de massacres liés à la mondialisation, si on se focus sur la France encore, on va parler du surendettement des ménages qui atteint des niveaux records. Est-ce que ça va pouvoir s'arranger quand même ? Est-ce que, est-ce que ça peut s'arranger ? Est-ce que finalement on n'est pas dans une spirale d'endettement qui fait que ce soit l'État ou les ménages, le crédit est malheureusement un revenu, est devenu un revenu comme un revenu classique. Ça, c'est une grosse problématique parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de... Je crois qu'ici, c'est une augmentation de 12% sur la dernière année. Les dépôts de dossiers, de surendettement. Et aux États-Unis, il y a beaucoup de crédits sur les cartes de crédit. Ils arrivent un peu au bout, là, en ce moment. Ils continuent à faire des crédits sur les cartes, mais il va y avoir un gros problème sur le premier trimestre 2025. On va entendre parler de ça. Et en effet, il y a beaucoup de ménages qui n'ont plus de capacité à générer du cash. Mais un peu pour les raisons que nous évoquions précédemment, parce que les capitaux passent tellement rarement par l'économie réelle aujourd'hui
et ça passait aussi par l'immobilier, je parlais de Dubaï précédemment. Vous regardez aux Émirats Arabes Unis, attention, je veux pas qu'on dise oui mais Dubaï c'est un microcosme, il y en a qu'un dans le monde, on fera pas. Premièrement, c'est beaucoup moins ostentatoire que la dimension qu'on peut penser, peut penser ou la dimension qu'on lui attribue généralement. Et vous avez beaucoup d'argent qui est gagné. Quand je dis beaucoup d'argent, je suis volontairement prosaïque parce que je parle de ménages et de petits investisseurs par l'immobilier. Quand le bâtiment va, tout va, on disait précédemment. Pourquoi ? Parce que si vous obtenez un crédit et que vous investissez dans l'immobilier, vous pouvez être un petit investisseur, premièrement. Et deuxièmement, si vous investissez dans de l'immobilier qui est stable et qui se trouve dans un État ou une monarchie ou un pays en tout cas où vous n'avez pas un gouvernement qui va vous laisser entendre qu'il pourrait peut-être venir prendre directement sur cet immobilier pour rembourser la dette de l'État, vous êtes déjà un peu plus rassuré, déjà un peu plus en capacité de vendre un peu plus cher durant les mois et les années qui viennent. Donc le problème de la France aujourd'hui, c'est que vous avez une situation économique à tous les niveaux, privée, l'immobilier, les entreprises, qui fera que les épargnants ne seront pas en capacité, d'une façon générale, il y en a qui le pourront, mais d'une façon générale, les dossiers de surendettement vont continuer à exploser. C'est que le début. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont s'en sortir, par contre. C'est le but. Vous êtes plutôt alarmant, d'une certaine façon, alarmant, si je peux, vous êtes inquiet en tout cas. Même pas, c'est la citation, je vais l'estropier, comme on dit en Provence, mais qui disait celui qui regrette le sens des voiles est pessimiste, celui qui veut changer le sens des voiles est optimiste, et celui qui s'adapte, le sens du vent, celui qui adapte les voiles au sens du vent est réaliste. Et donc le but, c'est de voir la réalité. Sans la biaiser, cette réalité, voilà, sans la galvauder. Par des modèles subjectifs. Tom, on va marquer une deuxième page. Je vous en prie. On va marquer une deuxième pause. Juste avant d'aborder l'actualité internationale, cette fois-ci, notamment le plan de relance chinois, ça y est, qui commence à être connu. Inévitablement, ça va être la dévaluation du yuan que les autorités locales vont mettre en place. C'est la seule probable solution qu'ils avaient face au risque Trump. On voit ça dans un instant. Absolument. Okay. Alors, qui veut parler aujourd'hui ? Oui, Jean ? Moi, j'ai investi tout mon bonus de fin d'année dans des actions parce que le logo était sympa. Moi, j'ai suivi les conseils de l'influenceur millionnaire In One Click et ils m'ont juste envoyé ça. J'ai pris des actions GameFlop et on m'a dit que ça allait remonter. Vous connaissez ? Moi, grâce à IG, j'ai accès à des analyses et des outils super performants. Du coup, ça m'aide à prendre les bonnes décisions. Grâce à IG, tout le monde peut investir sur les marchés. Même Jean. En plus, moi, j'adore les logos rouges. Découvrez le nouveau service incontournable de Day by Day. One Trade for You. Vous êtes un débutant ou un trader chevronné? Ce service est conçu pour vous. Imaginez avoir accès à des analyses d'experts vous permettant d'améliorer vos trades sur les produits dérivés. Abonnez-vous dès maintenant sur onetradeforyou.fr, car votre succès est notre priorité. Nous sommes de retour en direct dans votre nouveau rendez-vous mensuel Business World avec Tom Benoît. Tom Benoît qui est là pour nous dire la vérité à l'endroit de l'actualité économico-financière. À l'international, cette actualité, c'est le plan de relance chinois qui commence à être connu, à être dévoilé par les autorités locales. Inévitablement, c'est la monnaie qui va jouer d'armes contre les tarifs douaniers de Donald Trump. Quelles conséquences ça peut avoir, cette dévaluation du yuan, sur la concurrence mondiale et sur les économies occidentales en particulier? Bon, déjà, ça, c'est un sujet primordial, en effet. Ce qu'on voit, c'est que les Chinois vont vouloir rester dans la course au niveau commerce, en tant que commerçants, qui vont vouloir soutenir l'économie intérieure, qui a quand même fait l'objet, on va dire, de préoccupations pour la population. Donc il y a aussi un gouvernement, malgré tout, ça c'est un petit peu nouveau en Chine, qui se préoccupe en quelque sorte d'une forme d'équilibre de vie aussi. Ça c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, c'était on y va, faites ce que je dis et il faut avancer, on réfléchira plus tard à ce que ça peut nous apporter. Là, il y a un petit peu
une accalmie, on va dire, une période où on se préoccupe de l'équilibre, et notamment sur l'immobilier, puisqu'il y a eu Evergrande l'année passée, donc ça... Et le plan de relance porte beaucoup sur l'immobilier, d'ailleurs. La première partie, le premier pan de ce plan de relance, c'est effectivement essayer que le marché immobilier chinois ne s'effondre pas. Qui représente une grande part du PIB aussi. Et qui a un 26%, je crois. À peu près, c'est un tiers, à peu près, c'est gigantesque. Mais surtout, comme le marché immobilier allait mal, ça induit le doute dans les ménages, dans la tête des ménages chinois qui épargnent maintenant. De l'autre côté, vous avez un Donald Trump qui ne pourra pas se permettre d'avoir un dollar faible, à mon avis. Mais qu'on ne me dise pas dans 6 mois, pourtant le dollar à un moment a un peu baissé, c'est ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va falloir, et je l'ai dit précédemment, écouter ce que dira Trump, parce que ce que dira Trump définira l'avenir du dollar. Si le dollar... Parce qu'il y a 3 points, il y en a plusieurs, mais de réussite pour Donald Trump, c'est la bourse. La bourse ne peut pas baisser sur les 6 premiers mois aux États-Unis. Si la bourse américaine commence à battre de l'aile, ce sera un échec pour Donald Trump. C'est sûr. Si, avec un programme qui est au départ, avec l'effet élastique en quelque sorte, quelque peu inflationniste, moi je pense pas qu'il le soit. Il paraît qu'il... Enfin, oui. Moi je dis quelque peu, justement, parce que j'entends... Ouais, bien sûr. Ah oui, mais si on écoute ce qu'on lit ici... Non, mais allez-y aussi. Non, mais je plaisante, bien sûr. Voilà. En tout cas, il sera inflationniste. Beaucoup, voilà. Mais effectivement, j'ai beaucoup lu et entendu ici des personnes nous dire par sur des plateaux, le programme de Trump va être inflationniste. En étant protectionniste, en favorisant les économies locales, c'est-à-dire, comme je le disais, toutes les petites sociétés cotées également, vous êtes à long terme inflationniste, alors ça veut dire que moi je comprends absolument rien à l'économie et à la finance. Par contre, il peut y avoir une petite piqûre, effectivement, sur les premiers mois. Et étant donné qu'il va y avoir ce pic légèrement inflationniste, il ne faut pas que le dollar soit trop faible. Donc ça veut dire que Trump va quand même porter une attention à ce que le dollar soit maintenu et reste à un certain niveau. Donc voilà ce qui va se passer entre Chine et États-Unis, et du point de vue monétaire. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est la déclaration de Trump. Je parle beaucoup de Trump, même si vous me posiez une question sur la Chine, mais parce que c'est vraiment lié. Voilà, de toute façon, c'est une réponse à l'attaque de Donald Trump sur la tarife douanière. Et Donald Trump également qui dit je somme les pays des BRICS de ne pas créer de monnaie qui puisse déstabiliser le dollar. Et pourtant, moi, je pense que tous les pays des BRICS vont se servir tôt ou tard d'un yuan numérique commun en attendant de créer une monnaie. Parce que ça, on en reparlera dans une autre émission, parce que c'est un grand sujet, mais je veux dire, je ne pense pas qu'ils puissent créer leur monnaie là, dans un avenir relativement proche, parce que c'est très compliqué, c'est surtout créer un nouveau système monétaire. Mais par contre, créer déjà une monnaie commune qui soit une unité de compte, qui ne soit pas en circulation, parce qu'il y a aussi, je parlais des Émirats précédemment, aux Émirats Arabes Unis, vous avez l'AED, l'IRAM des Émirats Arabes Unis, qui est arrimé au dollar. Et les Émirats Arabes Unis font partie des BRICS. Donc il va y avoir des sujets à ce niveau-là également. Ils ne sont pas les seuls parmi les BRICS. Voilà, vous avez l'Arabie Saoudite qui a fait passer... La tentation américaine existe encore beaucoup quand même. Exactement. C'est surtout que pour le moment, c'est plus que la tentation, c'est qu'ils sont... Vous avez Trump qui va installer une Trump Tower d'ailleurs à Dubaï l'année prochaine. Ouais. Il s'est associé à des Saoudiens d'ailleurs pour bâtir cette tour. Et vous regardez l'Arabie Saoudite, pétrodollar, tout ça, les accords qui ont été un peu remis en question l'année passée, des premiers paiements sur des matières premières énergétiques qui ont été faits en yuan, ce qui n'avait jamais été fait, c'était en dollars jusqu'à présent. Ça veut dire que d'un côté, les Chinois vont s'imposer en tant que patrons, donc eux aussi, il ne faut pas qu'ils aient une monnaie trop faible, les Chinois. S'ils veulent être respectés par l'Indonésie notamment, il ne faut pas qu'ils aient une monnaie trop faible. Et de l'autre côté, vous avez un Trump qui va vouloir quand même négocier. C'est un négociateur avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, avec certains pays des BRICS, pour pas qu'ils partent trop vers la Chine. Effectivement, vous avez raison. Il y a un niveau, les financiers ont déterminé un niveau en dessous duquel le yuan ne doit pas tomber. C'est 7,5 yuan pour un dollar. Du coup, effectivement, il y a des seuils comme ça à respecter. Tom, il y a un secteur en Europe qui souffre énormément actuellement, c'est le secteur de l'automobile. Oui. Le secteur automobile européen attaqué de toutes parts par les constructeurs américains, par les constructeurs chinois. Si on reste sur cette actualité chinoise, comment est-ce que vous voyez l'évolution du secteur automobile européen ? Il y a plusieurs secteurs dans un même domaine. Il y a les équipementiers, il y a les constructeurs. Évidemment que si on parle de la voiture électrique,
BYD et Tesla sont davantage aux premières loges que Mercedes et BMW ou Stellantis pour le moment. Bon, Stellantis, il y a d'autres problèmes en plus aujourd'hui. Voilà, et d'organisation aussi à l'intérieur du groupe. C'est ce sujet, je suis une digression, mais c'est le constructeur automobile français qui a rencontré le plus de difficultés depuis toujours avec son moteur PureTech. Oui, absolument. Qui a pas... Et puis après, mais même chez les Allemands, vous avez, même chez Mercedes et BMW, il y a beaucoup de moteurs depuis des années, ça fait une quinzaine d'années, qui proviennent de Stellantis ou de Renault. Sur les CLA, les Classe A, il y a 1,8 litre, vous avez des moteurs de Renault. Et chez BMW, vous avez des moteurs Peugeot. Au cours moi, j'ai toujours été passionné d'automobile. J'ai eu des Mercedes de collection dans les années 70. On n'aurait pas imaginé Mercedes avoir un moteur Renault ou BMW Peugeot. C'est possible. Et donc, vous avez les équipementiers également. Et les équipementiers, eux, sont très intéressants parce que ce sont des valeurs qu'on connaît un peu moins, mais ça va être des valeurs qui vont être au centre du jeu durant les temps qui viennent. Ceux qui habillent les voitures, ceux qui équipent les voitures, ceux qui font exactement, qui font les tableaux de bord, par exemple. Et là, on voit bien que les valeurs européennes, ça a plutôt tendance vraiment à s'effondrer. Là, c'est un horizon assez définitif. Et du côté américain, s'il y a des droits de douane, ça va les favoriser. Et les valeurs européennes, par ailleurs, qui sont déjà installées, qui ont des usines aux États-Unis, c'est pas mauvais pour elles. Ou au Maroc, d'ailleurs. Parce qu'au Maroc, il y a une convention entre les États-Unis et le Maroc. Donc, il n'y aura pas de droit de douane. Donc c'est pas si terrible que ça. L'avenir n'est pas si sombre que ça pour les constructeurs. Pas pour tous. Il y en a pour lesquels ça va exploser. Oui, mais pas européens. Pas européens. Évidemment, pour les Chinois, pour les Américains. Les Européens, il peut y avoir de bonnes surprises. Après, je sais pas, ça va être au cas par cas. Mais là, je la vois pas pour le moment. Voilà, je veux dire, on peut pas. Mais là, évidemment, que sur BMW, Mercedes, Stellantis, c'est très négatif. L'horizon est très négatif. Surtout que les stocks sont pleins. Ils ont produit beaucoup. Ils vendent plus. C'est sûr. Du coup, à force des choses. Ils ont du cash, par contre. Les réserves de cash de Stellantis, sont importantes. Sont importantes après. Qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir, un gros carnet de commandes ou beaucoup de cash? Moi, à mon avis, un gros carnet de commandes. Vaut mieux être rassuré sur le futur plutôt que sur le présent, en règle générale. Dernière question, Tom. À propos de la BCE qui va rendre tout à l'heure à 14h15 sa décision de politique monétaire. Les marchés anticipent 25 points de base de baisse. Au-delà de cet aspect monétaire qui est là pour soutenir une économie morose qui déraille un peu, est-ce qu'on peut se l'avouer maintenant que la BCE soutient très clairement le marché obligataire français du fait que les taux n'évoluent pas à la hausse alors que le risque politique est très présent, le risque économique aussi. Cette stabilité provient d'où? Je crois qu'au bout d'un moment, on va se demander si la BCE est vraiment une banque centrale, finalement. Ou si elle est... Voilà, et surtout si elle est une organisation politique. Parce que là, on devient vraiment... Ça devient un gouvernement monétaire, en quelque sorte, qui nous dit on sait très bien qu'il ne faut pas, mais c'est une période de crise. Et comme c'est tout le temps une période de crise et qu'on entend ça depuis des années, là, on s'enferme dans un cercle assez infernal. J'avais dit que l'euro se porterait mal tôt ou tard à la période que l'on entame, et pour les raisons que je présageais qui se sont avérées être exactes. Ça va se poursuivre et je vois aucune chance, là, réellement, aucune possibilité pour que l'euro ait un avenir glorieux. Parce qu'il y a un numérus de problématiques. L'industrie en Allemagne, qui pourra pas relancer justement par la crise industrielle qui va mettre des années à... Crise industrielle, économique, politique. L'Allemagne, c'est difficile. Surtout que l'industrie change le visage aussi. Ça se fait plus de la même façon. Les savoir-faire sont plus les mêmes. Et ils étaient très doués sur la machine-outil, sur l'automobile. Ils étaient très tournés à l'export. On ne va pas compter là-dessus. Ce qui va soutenir un peu la zone, c'est plus l'Italie, justement. Parce que l'Italie, j'en parle régulièrement en ce moment, est en train de reprendre. Et j'en entends peu parler ailleurs par contre, mais c'est vraiment l'un des points centraux, est en train de reprendre tout le marché du luxe, et vous verrez que dans les 2 à 3 années qui viennent, vous allez commencer à avoir de nouveaux groupes dont vous n'entendez pas parler, qui sont de vrais groupes de luxe italiens, qui font du vrai luxe, des produits de qualité, qui ne reposent pas sur l'image de marque, ils vont la créer, l'image de marque, mais ce sera beau, moins cher, et au juste prix. Et tous ces groupes-là vont monter. Donc en Italie, vous allez avoir de la croissance, ça va plus être le point noir, la lanterne rouge de l'Europe. Voilà.
Mais pour la France, oui, ça va être compliqué. La BCE, oui, soutiendra. Tom, on arrive à la fin de notre émission. Une dernière question, comme ça la boucle est bouclée. Oui. Vous nous avez parlé ETF, vous nous avez parlé luxe. Est-ce que, si on rebondit sur cette question des ETF, la pharmacologie, ok, et le luxe italien, pareil. Oui, sur les ETF sectoriels, oui, sur ces secteurs. Oui, après, c'est difficile de trouver exactement, voilà. Bien sûr, mais c'était pour boucler cette émission. Mais même sur le Bitcoin, vous allez avoir beaucoup plus avant. C'est sûr, le Bitcoin. Bitcoin qui, pour l'instant, les ETF spot ne sont pas autorisés en Europe, enfin ailleurs qu'aux États-Unis, donc on verra tout ça. Mais évidemment qu'il y a des leviers un peu partout. Il faut savoir les identifier. Pour ça, ça viendra vite, va. Exactement. Merci beaucoup, Tom. Merci à vous. Nous, Tom Benoît, vous êtes économiste, essayiste, rédacteur en chef du magazine Géostratégie Magazine, qu'on peut trouver sur Internet. Absolument, je crois. exactement. Écoutez, merci pour tout. C'était Business World, notre nouveau rendez-vous. On se revoit le mois prochain. On se revoit le mois prochain avec plaisir. Merci beaucoup, Tom. Merci à tous et merci à vous. Merci, au revoir.